Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous faire une confidence. J'ai l'habitude d'amphithéâtre dans des universités étrangères. Je ne peux pas vous cacher que j'ai le trac d'intervenir devant des personnalités telles que Si Ben Cherifa, Si Abbas El-Gerari, Si Dhak. Donc, je vous demanderai de m'excuser si jamais vous voyez que je suis en train de balbutier. Voilà. Alors, donc mon intervention, elle porte sur le Maroc, acteur stratégique d'une coopération sud-sud novatrice pour le développement et la sécurité en Afrique. Alors, durant cette intervention, je vais tenter de répondre à 3 questions. En quoi et comment le Maroc est un acteur stratégique au niveau de cette coopération. Comment le Maroc peut être garant du développement et de la sécurité en Afrique. Et en dernier lieu, en quoi cette vision marocaine, sous le leadership bien sûr de Sa Majesté, est une vision novatrice. Permettez-moi de commencer par faire un constat que vous connaissez tous, c'est qu'en 2010, l'Afrique, on commence à parler de l'Afrique comme étant un continent d'opportunités. Alors nous avons... je crois qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas, mais ce n'est pas grave. Donc, nous avons le rapport de McKinsey qui s'intitule The Lions on the Move en 2010, le rapport de Ernst Young de It's Time for Africa, et en 2012, Goldman Sachs, elle conseille vivement d'aller investir en Afrique. Voilà. Bon. Sauf que l'Afrique... elle présente des risques et des enjeux géopolitiques. Donc, il y a des risques qui sont déjà existants, d'autres qui sont nouveaux. Alors, quand on combine les risques déjà existants et les risques nouveaux, certains experts parlent de Sahélistan. Sahélistan parce que pour ces experts, la cocaïne est en train de devenir, pour, je n'aime pas trop les appeler les djihadistes, mais je dirais les terroristes, ce qu'est l'opium pour les talibans en Afghanistan. Sachant fort bien que une partie de l'Afrique se transforme en quartier général du terrorisme, juste pour le simple fait que les États-Unis d'Amérique, depuis qu'ils ont lancé le programme Récompense pour la contre-justice, en 1984, ils n'ont activé ce programme en Afrique qu'en 2012. C'est en offrant une récompense de 23 millions de dollars pour quiconque leur donnerait des informations sur Abou Bakr Shekau et Mukhtar Bel Mukhtar. Nous avons donc, et aussi, pourquoi Sahélistan? Donc nous avons le terrorisme d'un côté et nous avons en face le trafic de drogue, sachant que pour beaucoup de spécialistes en matière de crime organisé et de trafic de drogue, ils parlent de ce que nous appelons l'autoroute A10. A10, qui est une autoroute bien sûr qui n'est pas physique, mais c'est un chemin qui est emprunté par l'ensemble des trafiquants. Le crime organisé transnational est bel et bien existant. Donc de par mon expérience et du fait d'avoir assisté à des think tanks en Chatham House, on avait des personnes qui venaient témoigner pour dire que quand on est en train de couper une main, de couper une tête, de lapider une personne, et bien en même temps, il y a une cargaison de cocaïne qui arrive. Donc, c'est en quelque sorte, il y a une connivence entre les trafiquants et les djihadistes, de façon à créer une diversion pour que les autres puissent, disons, faire leurs activités tranquillement. Alors, quand on regarde, donc, quand on prend les risques et les enjeux géopolitiques déjà existants, les nouveaux, etc., donc on constate qu'en Afrique, nous avons une gestion plus événementielle des crises qu'une gestion structurelle. Alors, gestion événementielle, parce que nous constatons qu'il y a l'absence d'un modèle de gestion de crise opérationnelle et efficace. Il y a aussi une gestion des crises qui est événementielle et, disons, et non structurelle. On n'a qu'à prendre l'architecture africaine pour la sécurité en Afrique et on constate qu'il y a énormément d'initiatives, qu'il y a pas mal le Conseil supérieur, pardon, le Conseil de sécurité et de paix, la force, excusez-moi, l'alerte en attente, l'armée en attente, mais rien que pour le simple exemple du projet de la force africaine en attente, ce projet a été créé en 2005 et il n'est toujours pas opérationnel. Alors, excusez-moi. Donc,
si on récapitule, on constate que l'Afrique est face à un grand paradoxe. C'est que d'un côté, nous avons des faiblesses qui coexistent au moment où qui ne devraient pas coexister avec les forces dont dispose l'Afrique. Des faiblesses, à savoir des risques géopolitiques et des disparités. Bon, les risques géopolitiques, c'est vrai que ça existe un peu partout, mais c'est surtout cette histoire de disparité. Et il ne faut pas oublier que quand il y a disparité, il y a pauvreté, et on rentre dans un cercle vicieux qui fait que on va avoir par la suite des gens qui vont s'orienter soit vers la toxicomanie ou vers le trafic de drogue ou devenir des terroristes, et par la suite donc insécurité, désinvestissement, et on va rentrer dans un cercle vicieux. Alors, les disparités, normalement, il ne devrait pas y en avoir parce que l'Afrique, elle dispose de ressources, d'un backup très important en matière de minerais, rien que les terres arables. Vous savez que l'Afrique, elle nourrit le monde et l'Afrique connaît l'insécurité alimentaire parce que 60% des terres arables se trouvent, non encore cultivées, se trouvent en Afrique. Alors, nous avons donc des faiblesses, terrorisme, grand banditisme, criminalité transfrontalière, insécurité alimentaire, crise profonde, qui nécessitent la mise en place d'une gestion intégrée et structurée. Alors, dans ce renversement de la tendance ou de la situation, c'est-à-dire passer de gestion événementielle à des gestions structurelles de crise, le Maroc a un rôle capital à jouer. Alors, Adam Smith le disait bien, c'est pour ça, bon, l'intitulé de mon intervention, c'est sécurité et développement et sécurité, mais je commencerai par la sécurité d'abord, parce que Adam Smith le disait bien, sécurité est mère d'opulence. Alors, donc, de un, le Maroc peut faire profiter de son expérience en matière de restructuration du champ religieux, en matière d'encouragement de l'entrepreneuriat et de la réforme du secteur informel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, nous avons un ministre délégué chargé de la petite entreprise et du secteur informel, et en matière d'amélioration du développement humain, des conditions de bien-être, sachant que le Maroc a lancé depuis plusieurs années l'initiative nationale pour le développement humain qui connaît, c'est-à-dire quand on regarde les chiffres, les statistiques, un succès important. Et ceci dit, il faut dire que concernant l'INDH, il m'arrive d'agir sur le terrain parce que j'ai fait des formations dans le cadre de l'INDH à des gens qui dirigent des petites, ce qu'on appelle des AGR, des activités génératrices de revenus, ou qui sont à la tête de petites associations ou de petites coopératives. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec ces gens à Khouribga pour donc une soixantaine à 80 personnes, et tous qui étaient dans la pauvreté. Effectivement, grâce au programme de l'initiative nationale pour le développement humain, leur vie a complètement changé. Alors, donc, deuxième point où peut intervenir le Maroc, permettez-moi de partager avec vous ces données, c'est que le Global Firepower, qui est un institut qui classe ou qui analyse les armées à travers le monde sur la base de 50 critères, il classe le Maroc 49e rang mondial, 7e puissance militaire d'Afrique et 5e puissance du monde arabe en 2015. Nous avons aussi la revue Air Force Monthly qui, en juillet 2014, elle classe le Maroc, ou c'est-à-dire qu'elle précise que le Maroc dispose de la meilleure puissance aérienne, militaire aérienne en Afrique du Nord. Et nous avons aussi l'agence publique ou l'agence de presse étatique chinoise Xinhua, qui classe l'armée de l'air marocaine comme étant une des meilleures armées, si ce n'est pas la meilleure armée de l'air du continent. Donc, juste permettez-moi de revenir. Donc, l'apport du Maroc peut être important. Disposant d'une armée expérimentée et dotée de technicité, il peut servir dans tout ce qui est rétablissement de la paix et de la stabilité en Afrique. Alors, nous avons aussi un des services de renseignement des plus performants, et on ne va pas revenir à tous, c'est-à-dire à l'historique du Maroc en la matière, mais rien que dernièrement, nous connaissons tous, les médias en ont parlé, l'aide apportée aux services de renseignement français, de un, pour tout ce qui est le filet qui a été organisé sur Saint-Denis, et aussi le Maroc a
permis, les renseignements marocains, grâce à l'aide des renseignements marocains, la France a pu quand même éviter un bain de sang parce qu'il y avait des attentats qui étaient prévus au niveau de la défense. Aussi, l'aide sollicitée par les services de renseignement belges et aussi le démantèlement de pas mal de cellules de Daesh au sein sur le territoire. Donc, juste pour revenir, donc, ces services de renseignement performants peuvent être aussi donnés, ils le font déjà, je ne dis pas, mais ils pourront être, je le dis bien, sollicités encore plus par pratiquement tous les pays de la région, sans aucune exception, pour apporter le savoir-faire en la matière afin de lutter contre le terrorisme et contre le crime organisé. Nous avons aussi, le Royaume est une référence en matière de formation des imams en Afrique et ailleurs. Parce que même la France, lors de la dernière visite du président François Hollande, il a sollicité le Maroc pour la formation des imams, musulmans bien sûr, mais naturalisés français. Et donc nous avons 3 structures, dont la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, nous avons le Centre africain de formation des imams et l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Alors, nous passons maintenant de la sécurité au développement, et là, permettez-moi de citer Montesquieu qui disait que le commerce adoucit les mœurs. C'est bien sûr, autrement dit, en filigrane, le développement. Alors, quand on prend donc le cas c'est-à-dire de la vision ou de la stratégie marocaine pour le continent africain, et surtout, je me limite toujours à la coopération sud-sud, on constate que la vision marocaine est une vision intégrée et stratégique, basée sur le triptyque du développement durable, à savoir le développement économique, le développement social et le développement écologique, donc les 3 volets du développement durable. Elle porte sur tous les secteurs stratégiques, c'est-à-dire les secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée. Et nous avons aussi, elle est structurée autour de 3 phases. La première phase, c'est le fait d'intervenir en Afrique en matière d'infrastructures de base via les grandes entreprises marocaines. Deuxième étape, c'est le fait donc d'intervenir via les opérateurs privés en matière de services. Et en troisième lieu, le Maroc fait de son côté beaucoup d'efforts, beaucoup des think tanks, des rassemblements afin d'encourager l'intégration régionale, parce que sans l'intégration régionale, nous ne pourrons pas faire face à la mondialisation et nous ne pourrons pas faire à un des enjeux géopolitiques auxquels doit faire face l'Afrique, à savoir celui de comment profiter des réglementations de l'OMC, autrement dit, pour s'intégrer mieux dans l'économie mondiale. Alors, les résultats de cette coopération sud-sud, c'est que, de un, nous avons effectivement le Maroc agit au niveau de la sécurité, parce que nous avons parlé d'insécurité alimentaire, via le programme Révolution verte de l'OCP. En matière de sécurité des territoires, il y a la formation des cadres militaires africains et bien sûr les interventions, pour ne pas revenir dessus, comme l'a bien précisé le professeur Yahya Aboul Farah, dans certains pays pour rétablir la paix. Le Maroc devient, via aussi son rôle de hub multidimensionnel, il intervient dans cette coopération sud-sud. C'est un hub financier, parce qu'il ne faut pas oublier que CFC, Casa Finance City, est classé 2e en Afrique après la place de Johannesburg. Elle est classée 3e dans le top 15 des plus grandes places financières internationales, juste après Singapour et Shanghai. Donc, et pourtant, il ne faut pas oublier que c'est la dernière née en Afrique en matière. Donc, quand je dis la dernière née, elle est née, c'est-à-dire récemment, plutôt. Et nous avons aussi, en matière de coopération triangulaire, le Maroc est sollicité, travaille avec plusieurs institutions, dont la FAO, dont la BAD, et la BID aussi, la Banque islamique pour le développement, sollicité en matière, par exemple, avec la FAO, c'est pour une meilleure gestion, des ressources, et aussi en matière de développement
du monde rural. Et bien sûr, en matière de développement humain, nous savons tout ce que fait la Fondation Mohamed VI en Afrique et bien sûr le rôle joué par l'AMCI, comme ça a été cité précédemment. Donc, le résultat final, c'est que la vision marocaine, ou le Maroc dans sa coopération Sud-Sud, c'est une coopération, fait preuve d'un acteur, d'une coopération qui est solidaire, agissante et performante. Alors, comment dirais-je, donc j'avais une troisième question qui était posée tout à l'heure. En quoi la stratégie marocaine ou la vision marocaine de cette coopération Sud-Sud est novatrice? De un, c'est une stratégie à laquelle nous avons un leader. C'est le leadership de Sa Majesté. L'objectif est triple. L'objectif de cette coopération Sud-Sud, c'est la co-création, le co-développement et la co-émergence. La perception de l'espace africain dans le cadre de cette vision, ce n'est pas la perception qui est faite par d'autres pays qui viennent investir en Afrique. C'est une perception qui est basée sur la dimension identitaire, parce que nous appartenons à ce continent et nous voulons voir ce continent se développer, émerger, et c'est une démarche qui est basée sur la proximité. Et juste par rapport à cette proximité, il n'y a pas longtemps, et j'étais fière, lors d'un think tank, on avait cité l'exemple de Sa Majesté pour dire que tous les dirigeants, souvent occidentaux, quand ils venaient en Afrique, ils ne passaient jamais la nuit. Ils venaient le matin pour repartir l'après-midi. Par contre, Sa Majesté, il résidait plus de 2-3 jours en Afrique. Donc, on revient à cette proximité et à cette identité. Nous avons aussi, donc, troisième aspect, c'est les règles qui régissent cette vision, qui sont la règle de la pertinence et la règle de la profondeur du champ, qui font en sorte que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans une vision basée sur une tectonique stratégique. Nous sommes plutôt dans une vision qui se base, comme je l'ai dit, sur la règle de la pertinence, qui fait que nous avons les projets sont correctement pensés, correctement et convenablement réfléchis, et le Maroc est clair et honnête et précis dans sa vision. Et la règle de la profondeur du champ, j'ai emprunté cette règle au monde du cinéma et de la photographie, c'est quand on veut zoomer sur un espace de façon à comment dirais-je, maîtriser est-ce qui est clair et ce qui est flou. Et c'est le cas donc du Maroc. Parce que le Maroc, sur la base de cette règle, il a une très bonne connaissance du territoire, du fait des relations séculaires, et c'est une stratégie qui est, comment dirais-je, qui est élaborée par sous-région africaine. Certes, c'est le reproche qu'on nous fait, donc nous ne sommes présents qu'en Afrique francophone, nous ne sommes pas présents en Afrique lusophone ou anglophone, mais nous allons, là où nous avons d'abord nos relations, de façon à bien maîtriser et à d'abord connaître des succès pour par la suite répartir cette vision au niveau de tout le continent. Et donc je reviens, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle une tectonique stratégique. Une tectonique, j'ai emprunté aussi ce terme au monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, on parle de tectonique managériale qui dit que je vais choisir un territoire sur la base de ses richesses, sur la base de sa situation géographique, mais ce n'est pas du tout le cas du Maroc. Pour en tirer profit, ce n'est pas du tout le cas du Maroc. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette vision? C'est une vision qui est holiste, parce que c'est une vision systématique et générale. C'est une vision aussi qui est spécifique, parce que c'est une vision qui est adoptée pour le continent africain. C'est une vision aussi qui est dynamique, parce qu'elle progresse dans le temps, et c'est une vision qui est prospective. Nous avons une vision à long terme, à moyen et à long terme pour le continent africain. Donc, permettez-moi de citer, avant de conclure, un extrait du discours de Sa Majesté, le discours d'Abidjan, qui reste un discours historique et pratiquement qui est un pacte pour l'Afrique du XXIe siècle. La crédibilité veut que les richesses de notre continent bénéficient en premier lieu au peuple africain. Cela suppose que la coopération Sud-Sud soit au cœur de leur partenariat économique, accompagnée par une action crédible et un engagement constant. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et pour conclure, donc, certes, une des limites de ce que je vous ai présenté
je n'ai pas fait allusion à la rémanence historique, parce qu'il faut dire que l'histoire, ou inscrire les événements dans le temps lent de l'histoire est une clé d'analyse pour mieux comprendre la personnalité stratégique du Maroc. Et il existe certes des freins et des limites qu'il conviendrait de dépasser, à savoir renforcer plus le rôle des petites et moyennes entreprises en Afrique, essayer de contrer l'importance des coûts logistiques et toucher bien sûr un territoire plus large. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre patience et votre attention. Merci.